Miloš Czernianski est né en 1893 à Csongrad, en Voïvodine, dans la minorité serbe de cette petite ville de l'Empire austro-hongrois qui se trouve aujourd'hui en Hongrie. Au lendemain de la guerre, il s'installe à Belgrade et s'affirme très vite comme l'un des chefs de file des modernistes yougoslaves. En 1929, il fait paraître le premier volet de Migration, un roman consacré à la diaspora serbe dans la monarchie austro-hongroise au XVIIIe siècle, qui ne sera achevé qu'en 1962. En parallèle, il rejoint le corps diplomatique du royaume de Yougoslavie avant d'être affecté en Allemagne de 1935 à 1938, puis en Italie de 1939 à 1941. À cette date, il rejoint son gouvernement réfugié à Londres sans savoir qu'il restera exilé dans cette ville près de 25 ans. La Yougoslavie communiste qui se met en place en 1945 le déclare en effet persona non grata et met son œuvre à l'index. Pour survivre, Czernianski est contraint d'accepter des petits boulots. Il achève la deuxième partie de Migration et publie la même année Lamento pour Belgrade, un long chant d'amour extatique adressé à la capitale serbe depuis son exil londonien. Réhabilité par le régime, il rentre enfin à Belgrade en 1965, accueilli dans la gloire. Puisant dans sa longue et douloureuse expérience de l'exil, c'est alors qu'il écrit Le roman de Londres, paru en 1971, traduit en 1992 par les éditions de l'Âge d'Homme et réédité par les éditions Noir sur Blanc il y a 2 ans. C'est un roman lyrique et tragique, d'un rythme lent et envoûtant, servi par une langue obsessionnelle qui multiplie les répétitions, semble tourner sur elle-même, revient sans cesse à ses idées fixes, celles du héros en l'occurrence, qui lui aussi tourne en rond dans son malheur. Ce héros, c'est le prince russe Nikolai Rodionovitch Repnin, un ancien officier tsariste attaché à l'état-major de Dénikine, cultivé et polyglotte, âgé de 53 ans en 1946. Après la défaite de la dernière armée blanche commandée par le général Wrangel en novembre 1920, il a fui la Russie par la Crimée avec 150 000 civils et militaires. À Kertch, il a rencontré Nadia, la jeune fille d'une princesse et d'un général de 10 ans sa cadette, avec qui il s'est marié peu de temps après en Grèce. Le couple a erré 20 ans en Europe d'une capitale à l'autre avant de rejoindre Londres en 1941 en plein bombardement, où Repnin trouve un emploi de professeur d'équitation dans la banlieue de Mill Hill. C'est là qu'à l'hiver 1946 commence le roman. Le prince a perdu son emploi depuis 1 an, sa femme façonne des poupées en chiffon qu'elle essaye de vendre à Londres, ils se débattent avec la misère. Nadia est belle, intelligente, gaie, pleine d'espoir malgré leur situation déplorable. Lui est fier et hautain, obsédé par ce que penseraient ses ancêtres de sa déchéance, hanté par le suicide. Il est prêt à exécuter tous les travaux, même les plus humiliants, et ne comprend pas pourquoi on ne lui donne pas de travail, lui qui appartient à un peuple qui a combattu aux côtés de la Grande-Bretagne. Fils d'un député libéral anglophile de la Douma, il en vient à haïr les Anglais, et surtout Londres, cette immense fourmilière qui vomit au quotidien des centaines de milliers d'individus de ses bouches de métro, en le laissant, lui, sur le carreau. L'aristocrate russe que demeure Repnin n'a que mépris pour cette immense compagnie d'assurance qu'est l'Angleterre. Il découvre l'individualisme, l'égoïsme, l'indifférence courtoise, les fausses promesses, sans parler des progrès sociaux, de l'élevage industriel et du salariat qui le laissent dubitatif. Il découvre surtout la classe moyenne, sa veulerie et son sentimentalisme, et la liberté sexuelle que sont en train de conquérir les femmes, licence qui l'épouvante et le fascine. Sa hantise est que sa femme finisse sa vie en clocharde. Il réussit ainsi à la convaincre de rejoindre une tante en Amérique avec la promesse de l'y rejoindre plus tard, ce qui bien sûr entraînera sa chute. Repnin met fin à toute vie sociale, erre dans la ville en soliloquant avec les statues qu'il croise, notamment celle de Napoléon qu'il hait. Il consulte tous les soirs son album de photos de Saint-Pétersbourg, ce qui lui brise le cœur chaque fois un peu plus. Cet ancien Junker a tout perdu, ses palais de Saint-Pétersbourg et le village que lui avait offert sa mère à sa majorité. Il ne regrette pourtant pas son destin absurde, finit par accepter ce qu'il est devenu.
Il s'oppose au comité des émigrés russes tsaristes qui veulent continuer la lutte contre l'URSS pour faire renaître la vieille Russie qu'il sait morte à jamais. Lui, au contraire, finit par admirer l'armée rouge qui s'est couverte de gloire pendant la guerre, ce qui provoque la fureur des tsaristes et les accusations de bolchevisme. Ballotté par le hasard, le prince s'est retrouvé dans le camp des vaincus par fidélité à la Russie et découvre que cette fidélité transcende les régimes. Tragédie dans la tragédie. Sur une photo d'un défilé de l'armée rouge, il constate que les soldats ont le même pas que celui de l'armée dans laquelle il a servi, et cette découverte le bouleverse. Envoûté, Repnine s'arrête net et passe la main sur son front comme s'il chassait un papillon de nuit qui tournoie autour de sa tête. Personne dans la rue. Il entend cependant un rire, il l'entend distinctement, et il reprend sa marche, toujours plus ferme, toujours plus rageur. Comme si quelqu'un marchait vraiment à ses côtés ou devant lui, son pas involontairement se fit plus sûr, plus cadencé, et il croit entendre crier une multitude dans son dos, et il marche d'un pas assuré, même les morts, sur un ancien ordre russe.